Yahyaoui a une autre explication. Du haut de ses 28 ans, elle a lancé le premier observatoire de la vie politique tunisienne. Et pour elle, si le vote est sans cesse retardé, c'est aussi à cause de l'absentéisme des députés. Il est 15h01, la plénière est à 15h00. Et il y a des élus qui commencent à rentrer, donc à 3h. Mais en tout cas, comme d'habitude, en fait, il n'y a quasiment personne. Et ils sont combien là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 élus là. Sur 217. C'est très très peu et c'est toujours comme ça, c'est ça le plus grave. Notre séance se déroulera en 2 temps. On commencera aujourd'hui et on reprendra jeudi. Aujourd'hui, la séance est présidée par la franco-tunisienne Mherzi El Abidi. Sur les bancs de l'Assemblée, Kerim Essuid, l'autre élue franco-tunisienne. Et Mira, elle, observe tout cela d'en haut. Étudiante en mathématiques à Paris jusqu'à la Révolution, elle a complètement changé de vie. Alors là, je viens d'avoir un SMS qui me dit qu'on vient d'apprendre que la plénière ne sera pas transmise à la télé. Et là, c'est grave. Il paraît que c'est vrai. Hein. Il faudra live streamer. Live streamer, c'est filmé et diffusé en direct sur Internet. Surtout le son. L'ordinateur. Prépare un ordinateur pour le live stream. Tu en as un, hein? Aussitôt, ces troupes s'exécutent, cherchent le meilleur angle. En fait, on est en train de pallier à toutes les petites entourloupes qu'ils essayent de faire pour ne pas rendre public ce qu'ils font. En moyenne, les séances, selon Emira, commencent avec 73 minutes de retard, avec seulement 20 ce jour-là. Dans la salle, 140 députés sur les 217. Fille d'un ancien opposant à Ben Ali, Ça va ? Et toi? Emira Yahyaoui a reçu l'engagement en héritage. Aujourd'hui, elle a pris rendez-vous avec Kerim Essuid pour l'alerter sur un dysfonctionnement. Alors, donc Kerim, on se voit par rapport au problème de vote avant la Constitution, d'accord? Emira, c'est le Big Brother de l'Assemblée. Elle filme tout, voit tout. Et les boîtiers électroniques que les députés vont utiliser pour voter la Constitution ont, selon elle, un petit problème. On a tout le vote. On a zoomé, on voit bien que les élus n'ont pas touché au boîtier. Hein. Personne ne touche au boîtier des autres. Et les 2 places ont voté oui. 2 députés sont absents, mais leurs boîtiers ont quand même voté. Tout le monde n'est pas d'accord avec la Constitution qu'on va avoir. Ça veut dire que ça risque de jouer à 1, 2, 3 voix. Il y a des articles qui risqueront de passer à 1, 2, 3 voix. Et quand on a des boîtiers électroniques qui votent tout seuls, c'est très grave. En fait, nous, ce qu'on aimerait que l'Assemblée fasse, c'est une vérification de tous les sièges. Et moi, j'ai demandé des tests. Quand on a eu ce système de carte de vote, normalement, on aurait dû avoir des tests. Il n'y a jamais eu de tests. Si Emira et son équipe ne vous alertaient pas sur ces sièges fantômes, est-ce que vous seriez... Non, pas du tout, puisque moi, je suis là en train de voter, mais je ne le savais pas. Alors qu'on a des techniciens dans la cabine, personne s'est aperçu qu'il y avait des sièges fantômes qui votaient. Par rapport à ça... L'argumentaire d'Emira a fait mouche. La députée lui promet de faire pression pour vérifier tous les boîtiers avant le vote de la Constitution. Car de ce texte dépendra l'avenir du pays. Régime politique, prérogatives du président, place de la religion, la Constitution façonnera le visage de la nouvelle Tunisie. Bonjour. Aujourd'hui, Emira reçoit des invités importants au siège de son ONG. On a réunion dans 5 minutes. Il faut que tout soit prêt. Réunion avec une délégation de la Banque mondiale, rien que ça. Je suis désolée, il y a une caméra, ça vous dérange pas? Je suis pas allé chez le coiffeur. Certains sont venus de Washington pour la rencontrer. Liberté, constitution, gouvernement, Emira sera consultée sur une multitude de sujets. Alors pour une fois, l'égérie de la transparence fait une entorse à ses principes. Maintenant on est off, ok? Pour le son. D'accord? Cette longue réunion se passera à l'abri de notre caméra. 2 heures plus tard,
Tous n'ont qu'une envie, prendre l'air. Avec des financements américains et allemands, l'ONG d'Emira est idéalement située en plein Tunis, avec une vue sur l'avenue Bourguiba, cœur de la Révolution. L'autre jour, on avait des journalistes qui filmaient depuis le balcon. Alors la police en bas a commencé à nous filmer, en train de les filmer. On a vécu tout de notre balcon. Mais des fois, on descend quand même en manif. Hein. On reste pas qu'en haut. Les hauts fonctionnaires sont sous le charme. Elle représente donc la nouvelle jeunesse tunisienne et c'est une femme de surcroît. Donc elle fait un travail de grande qualité, en profondeur et bien sûr sur de bonnes bases sérieuses. Et ça montre aussi que ce processus de transition, c'est une bataille aussi, hein, en quelque sorte, pour ces ONG et pour la jeunesse qui confirme sa place dans tout ce processus. Celle qui n'était encore qu'une étudiante parisienne il y a 2 ans vient de faire son entrée dans le classement des 100 femmes les plus influentes du monde arabe. Alors malgré l'instabilité politique, elle garde le sourire. Ils en attendaient. Mais faut-il pour autant désespérer? Stéphanie Pouessel pense que non. Elle est française, chercheure installée depuis 4 ans à Tunis. Elle a vécu cette révolution et ce réveil difficile. Mais elle porte sur l'avenir de la Tunisie un regard résolument optimiste. Ça fait 2 ans et demi, on a l'impression d'un système politique un tout petit peu carrément même bloqué, d'une nouvelle crise économique. Est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer pour la Tunisie aujourd'hui? Ce que je perçois, c'est que ça grogne, donc déjà en soi-même, c'est très positif. Le fait de pouvoir dire que ça ne va pas, qu'on voudrait plus, c'est déjà un signe de démocratie important. Le simple fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire j'en ai marre. Voilà, exactement. De toute façon, c'est évident qu'avant 2011, c'était totalement impossible. Hein. On ne pouvait même pas dire que ça allait pas. Et je me souviens de la presse à l'époque, avant 2011, où vraiment c'était des lignes et des lignes de tout va bien, la Tunisie a un taux d'économie vraiment extraordinaire, enfin tout allait bien. De toute façon, dans le meilleur des mondes possibles, c'était un peu un monde bisounours. Et donc c'est vrai qu'aussi au moment après la révolution de découvrir qu'il y avait du chômage important, qu'il y avait une économie pas si forte que ça, voire même faible, ça a été une grande claque pour les Tunisiens. C'était vrai avant, mais on le cachait. Exactement, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, ça s'exprime. Exactement, et ça tous les chercheurs vous le disent, c'est qu'avant c'était là, mais il y avait vraiment la dictature cachait cette réalité. Les gens ont fait la révolution parce qu'ils n'avaient pas de boulot, ils n'ont toujours pas de boulot. Il y a du terrorisme, c'est pas des signes super positifs quand même ça. Par exemple, quand vous dites les gens ont fait la révolution parce qu'ils n'avaient pas de boulot, ça c'est intéressant, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Le jour même, c'était vraiment Ben Ali dégage. Bon, ensuite, évidemment, les problèmes socio-économiques sont très importants, ils le sont encore aujourd'hui. C'est pas des problèmes qu'on règle en quelques mois, c'est des problèmes. Alors, en France, je veux dire, je suis désolée, mais on a les mêmes soucis quand on a autant de chômage, etc. On a autant de diplômés chômeurs qui n'ont pas de travail. Puis après, c'est le cas partout. Donc, mais après, il faut travailler là-dessus, ça c'est sûr et certain. On a du terrorisme, oui, on a du terrorisme. On en a aussi en France, on en a dans les pays occidentaux, on en a partout. Ici, il faut savoir que justement la population tunisienne, elle est extrêmement mobilisée. Elle est très choquée de ce qui se passe, par exemple à Jbel Shambi, donc dans les frontières algéro-tunisiennes. Elle est très choquée par ces mines qui explosent, par ces gens de Al-Qaïda qui posent des mines. Elle est très mobilisée, elle est évidemment choquée par toute cette violence. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant les 5 mines qui ont explosé, c'est les gens qui ne supportent pas cette violence et qui sont tous unis contre cette violence. Quand on lit des articles sur la Tunisie dans notre pays, quand on voit des reportages, on parle de choses qui vont mal. Est-ce que ces choses, elles sont fausses? Et est-ce que les Tunisiens souffrent de cette image qu'ils renvoient? Terriblement. Terriblement, parce que autant les Tunisiens peuvent se plaindre de leur propre situation dans leur propre pays, puisque c'est une question nationale, mais l'image qui est renvoyée depuis la France est pour eux insupportable. Et moi, je suis totalement d'accord avec eux, puisque on répercute seulement les événements dramatiques. Alors en plus, on les amplifie énormément. En plus, je dirais comme par hasard, on répercute les événements dramatiques qui ont lien à l'islamisme extrémiste. Donc tout ça en fait provient d'un fantasme alors occidental, mais en tout cas français, sur l'islam politique. C'est-à-dire qu'en plus tout est mélangé, l'islam politique au pouvoir, mais et l'extrémisme salafiste. Donc tout ça est mélangé pour les gens.
Donc vous dites, c'est la faute des médias. Certes, tout n'est pas rose dans ce pays, mais il ne faut pas caricaturer. Voilà, exactement. Tout n'est pas rose, c'est sûr, mais dans aucun pays ce n'est rose. Le problème, c'est qu'en Tunisie, étant donné qu'il y a une forme d'islam politique au pouvoir, eh bien, on tombe trop souvent dans l'islamophobie. Et moi qui viens de France, je suis très sensible à l'islamophobie. Et je vois comment c'est répercuté en France et comment toujours ça revigore l'islamophobie française. Ce qui se passe en Tunisie revigore l'islamophobie en France. Et ça me dérange énormément.